Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. On va laisser encore quelques minutes le temps à tous les participants de se connecter. À tout de suite. Il est 18 heures. On se laisse encore quelques minutes, Sylvain, ça te va? Très bien. Parfait. Élise, Oui, est-ce que tu sais s'ils ont accès au chat? Parce que je vois qu'ils chattent dans la boîte à questions, en fait, mais je vois oui, mais alors personne en qui met fait, de message dans le chat. Ça arrive peut-être après, non? oui, 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 tout à fait. Ah, ok. Je leur redirai de toute façon. Ça marche. Les gens se connectent au fur et à mesure. On a plein de bonjours dans dans la boîte à questions. Merci beaucoup. Allez, encore 2 minutes et puis on démarre.
Allez, c'est parti, on va se lancer. Donc bonjour à tous, bienvenue au webinaire dédié aujourd'hui à la gestion de la colorimétrie en photo de paysage. Je souhaitais remercier Sylvain Lepoutre de Mon Petit Réflexe, notre intervenant aujourd'hui, voilà, et fidèle à BenQ. Merci Sylvain. Voilà, si Bah vous oui, avez merci à des vous. questions, n'hésitez pas à les poser à Sylvain dans le chat. On a prévu un petit temps en fin de webinaire pour les questions et réponses. Voilà, donc je vous souhaite un très bon webinaire à tous et Sylvain, c'est à toi. Merci Élise. Et bah, salut tout le monde. Je suis très 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 content de vous retrouver pour un nouveau webinaire. J'aime beaucoup quand BenQ m'invite parce que c'est toujours l'occasion de creuser un sujet vraiment en profondeur et faire je trouve des sujets qu'on peut traiter sur ouais, un contenu de 30-40 minutes qui est assez poussé et qu'on ferait peut-être pas sur une chaîne YouTube. Donc du coup, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc je suis toujours très content de venir ici et je suis vraiment ravi de voir que vous êtes aussi nombreux et nombreuses, là 128 personnes, c'est juste génial. Donc voilà, si tout va bien, normalement vous devriez bientôt avoir accès au chat. Et du coup, je vous demanderai de bien vouloir mettre les messages dans le chat et les questions dans la boîte à questions. C'est pour ça que j'ai déjà supprimé plein de bonjour, bonsoir, je les ai tous vus et je suis très content de les avoir vus. Mais j'aimerais bien qu'après, à terme, il n'y ait plus que les questions en fait dans cette partie-là. Et j'essaierai peut-être de prendre quelques questions au fur et à mesure, on verra, ça dépend à quelle vitesse on avance. Et puis voilà, donc si vous êtes prêts, on va démarrer tranquillement. Donc j'enlève juste les derniers petits messages. Voilà, on va beaucoup se balader dans Lightroom parce que ce sera un bon moyen d'expliquer un petit peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, donc déjà, on va parler de couleurs, de colorimétrie, qui est quelque chose de crucial. Je vais enlever mon casque, voilà, qui est quelque chose de vraiment crucial en photo de paysage. Beaucoup de photos de paysage ne marchent que grâce à la couleur. Certaines marchent parce qu'il n'y a pas de couleur. On va voir dans quel cas il faut les accentuer, dans quel cas il faut les traiter localement, dans quel cas, enfin voilà, on va avoir plein de cas de figure différents. Je vais commencer quand même par dire que même si j'aime beaucoup, beaucoup travailler les couleurs, je suis loin d'être un expert là-dedans. Il y a des photographes qui ont énormément développé la science des couleurs. C'est pas mon cas, donc je vais vous donner mes techniques, ce que j'utilise, comment je réfléchis, comment je pense aux couleurs quand je fais mon post-traitement en particulier. Mais c'est loin d'être une vérité absolue. Donc c'est vraiment le but, c'est que ça vous mette des petites graines pour réfléchir et trouver vos propres méthodes. Mais voilà, ce sera pas un cours magistral sur la colorimétrie en photographie. J'ai pas cette prétention-là, mais je pense qu'on va déjà aborder pas mal de sujets qui devraient vous titiller quand même. Donc voilà, j'espère que ce sera utile pour tout le monde. Donc déjà, premièrement, quand on parle de couleurs et quand on parle de photos de paysage d'ailleurs, souvent on peut imaginer, et souvent quand on débute en photo de paysage, on pense ça, on peut se dire, mais en fait, moi ce que je veux, c'est avoir les bonnes couleurs directement à la prise de vue. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quand même extrêmement rare. Et pour une raison toute simple, en fait, c'est que quand on est dans la nature, souvent, on va avoir des contrastes et des couleurs qui sont extrêmes, qui sont très importants. Et qui fait qu'en fait, un capteur photographique ne peut pas capter l'étendue du spectre. On parle souvent comment on appelle ça? De la plage dynamique. Donc la plage dynamique étant, bah tiens, le ciel est très très clair et puis devant j'ai un truc qui est dans l'ombre. Et ben le capteur, lui, il va soit cramer le ciel, soit boucher les ombres. Et notre œil, nous, il va faire la même chose en fait. Si vous regardez les ombres, vous verrez que le ciel est cramé. Mais ce qui va se passer, c'est que notre œil va regarder le ciel, il va adapter. Le cerveau va enregistrer la couleur bleue du ciel, puis ensuite notre œil va regarder l'ombre, il va adapter, il va avoir du détail. Notre cerveau va enregistrer le détail et notre cerveau va recomposer tout ça dans sa tête. Donc en fait, la plupart du temps en photo de paysage, quand on post-traite une photo, c'est pour recréer ce que notre cerveau a enregistré sur place. Mais un capteur n'est pas capable de réfléchir comme ça. Le capteur, il prend juste bêtement une exposition. Et c'est pour ça que c'est très 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 souvent indispensable de traiter ces photos, de post-traiter ces photos. Et même si on dit je veux que ce soit parfait dès la prise de vue, je les prends en JPEG pour ne pas les post-traiter, bah, le JPEG applique déjà un post-traitement, il va déjà saturer les couleurs, il va déjà traiter la netteté, etc. Donc voilà, ça c'était un premier pas, je pense, qui était important de préciser. Malgré ça, ça arrive parfois, très rarement, d'avoir des couleurs qui sont bonnes du premier coup. Moi, j'ai regardé dans tout mon portfolio, toutes les photos que j'ai, j'en ai deux, j'en ai retrouvé deux. Allez, j'en ai peut-être quelques autres, mais en gros, j'ai celle-là, cette photo-là. Je vais mettre je suis dans le mode développement ici. Si je vous montre, voilà, la photo d'origine était comme ça, d'accord?
Donc je l'ai à peine éclairé, c'est tout. J'ai juste un peu éclairé, mais les couleurs étaient parfaites dès la prise de vue. Alors, en fait, on a des conditions très spécifiques qui fait qu'il n'y a pas eu besoin de retoucher la photo. C'est qu'on est à l'heure bleue, donc le ciel n'est pas surexposé, n'est pas trop clair. On a de la neige qui réfléchit la lumière très fortement et qui fait qu'on n'a pas besoin, on n'a pas de zone d'ombre au premier plan et donc quelque part la neige est quasiment aussi claire que le ciel à cette heure-là. Et en plus de ça, les lumières là-bas, dans ce petit village du Haut-Jura, ce sont des vieilles lumières tungstène qui sont très douces et très peu, voilà, qui éclairent pas très fort. Et donc tout ça fait que par magie quelque part, tout est bien équilibré dès la prise de vue. Mais c'est très très rare. Un autre cas où généralement c'est bon dès la prise de vue, ça va être les couchers de soleil où on va vraiment photographier dans, dans la direction du soleil, en particulier au téléobjectif, où globalement autour du soleil tout est rouge, tout ce qui est devant va être en ombre chinoise, et là il n'y a pas 50 choses à faire, on va pas s'amuser à mettre du bleu sur la mer ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça va être un petit peu les deux seuls cas, je trouve, où on n'a pas tellement besoin de retoucher ces photos. Le cas le plus courant, ça va être plutôt celui-là. Vous voyez, j'ai pris une photo en RAW et quand on prend des photos en RAW, l'appareil photo, son but, c'est d'avoir un maximum d'informations, quitte à ce que la photo soit un petit peu fade. Donc là, c'est le cas, la photo est fade. Quand j'étais devant cette scène, donc ça c'est au Mono Lake en Californie, évidemment, je voyais pas les choses comme ça. Je voyais des couleurs orangées, roses, je voyais du ciel bleu, le lac bleu, etc. Et rien que en venant booster la saturation, on va retrouver les couleurs qu'on avait sur place. Donc généralement, ce qui va se passer, hein, si on prend vraiment les trucs de base, les réglages très basiques, si vous voulez retrouver à peu près euh, la scène présente, on va dire, on va rajouter un petit peu de saturation, on va souvent rajouter un petit peu de contraste, et puis on va rajouter de la netteté. C'est à peu près ça, hein, les trucs que le, que le capteur, capte en version diminuée, on va dire. Mais là, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire pour pouvoir reproduire un petit peu ce que mon cerveau a vu, ou tout simplement ce que j'ai envie de créer avec cette image, parce que parfois on a aussi envie de partir dans des trucs un peu créatifs, et ça on le verra plus vers la fin, sur la colorimétrie créative. Donc voilà. Euh, donc ça c'était pour les RAW. Ensuite, autre chose aussi, c'est que très souvent, on parle souvent de lumière en photographie de paysage, et en fait, souvent la lumière, ça veut dire les couleurs. Si on se lève tôt pour aller au lever de soleil ou ou si on va au coucher de soleil, c'est parce que ça va révéler les couleurs du paysage en général. Et c'est là où on va avoir des très très belles couleurs. Si je prends l'exemple de cette photo-là, par exemple, on était au coucher de soleil et vous voyez que les couleurs, les teintes, etc. ressortent comme ça parce qu'on a un soleil un petit peu rasant qui va décontraster un petit peu la scène et surtout donner de la patate aux couleurs. On a tous en tête vous savez, ces soirs d'orage où il y a un gros ciel gris derrière et il y a le rayon de soleil couchant qui vient juste éclairer le premier plan et on a l'impression que les couleurs, elles sont explosives, quoi. Donc ça va ensemble en fait, les couleurs et la lumière, ça va vraiment ensemble. Et ensuite, avec les couleurs, comme je vous disais, on peut faire plusieurs choses. Soit on peut essayer de recréer quelque chose de réaliste. Alors réaliste, c'est relatif puisque c'est réaliste selon votre souvenir ou selon votre interprétation de la scène. Encore une fois, quelqu'un qui est daltonien qui va regarder cette scène-là ne va pas voir la scène de la même couleur. On voit tous les couleurs de façon un petit peu différente, donc ça reste une interprétation personnelle. Mais globalement, voilà, je vais essayer de recréer à peu près ce que j'ai vu. Ou bien on peut se dire, je pars complètement dans un délire créatif ou juste l'envie de faire, euh, de faire quelque chose de différent. On va regarder aussi la balance des blancs. La balance des blancs, c'est une façon assez simple, soit de recréer du réalisme, soit d'aller vers du créatif. Donc ça, on regardera quelques petits exemples de photos qui peuvent bénéficier d'un changement de balance des blancs. Et puis, on passera un petit peu de temps à la fin pour regarder tout ce qui est retouches différenciées. Alors, j'avais appelé ça retouche locale au début, mais en fait, il n'y a pas que les retouches locales. Dans les retouches différenciées, ça va être par exemple, tiens, je vais booster les couleurs de mes concrétions de sel, mais je trouve que le ciel et le lac ont déjà la bonne couleur, donc je vais retoucher que cette partie-là. Donc ça va être les retouches locales. Mais dans les retouches différenciées, on va aussi avoir tout ce qui est masque de luminosité. On va se dire, par exemple, je vais traiter les hautes lumières d'une certaine façon et les ombres d'une autre façon, par exemple, en termes de couleur, encore une fois. On va avoir tout ce qui est virage partiel. Donc toutes les façons de traiter séparément certaines parties de la photo ou certaines tonalités de la photo. Donc ça, on pourra regarder un petit peu cette partie-là. Et là, c'est vrai que après, on a des possibilités infinies à ce moment-là. On peut vraiment
c'est éclaté très 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 fort. Et puis parfois des photos où c'est évident. Si je prends, alors c'est pas une photo de paysage, hein, celle-là. Donc c'était simplement une photo de Saint-Nicolas quand on habitait aux Pays-Bas. Évidemment, sur cette photo-là, le gros intérêt principal de cette photo, c'est la cape rouge. Et donc, évidemment, je vais renforcer cette couleur et essayer d'atténuer un petit peu les couleurs autour. Donc ça, on a des photos parfois où c'est évident. Et puis, comme je vous disais, on a des photos où on va essayer de recréer des ambiances, euh, comme celle-là, par exemple. Ou celle-là, si je vous montre la photo d'origine, vous allez voir que ça n'a rien à voir. La photo d'origine a été comme ça. OK? Et j'aimais la photo pour plein de raisons. Et j'ai beaucoup travaillé pour essayer de retrouver et recréer une ambiance qui me plaisait, qui correspondait un petit peu à ce que j'avais ressenti sur le moment. Mais vous avez vu que par rapport avec ce que le capteur avait capté, ça n'a plus rien à voir. Donc dans celle-là, j'assume le fait de dire, allez, c'est peut-être pas complètement réaliste, mais j'aime le rendu de cette photo et j'aime je sais pas, une espèce de poésie qui s'en dégage. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Donc voilà, c'est un peu le menu de ce soir. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et comme à chaque fois que que je suis invité à faire un webinaire ici, j'en profite pour remercier BenQ, même s'il me le demande pas, mais parce que moi j'ai mes deux écrans BenQ là ici devant moi, qui sont excellents. Et pour la colorimétrie, avoir des bons écrans, c'est hyper important. Alors on parle aussi souvent des sondes de calibration, donc c'est évidemment hyper important de calibrer son écran. Mais quand j'avais reçu ma sonde la première fois, j'ai calibré l'écran de mon ordinateur portable, l'écran de mon PC, et ensuite, quand j'ai reçu l'écran BenQ, je calibrais aussi avec la même sonde, et j'avais pas du tout les mêmes couleurs, même si c'était calibré. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, la sonde de calibration, ça fait pas tout, et que la capacité de l'écran à restituer des bonnes couleurs, c'est quand même très très important. Euh, donc voilà, c'est tout un autre sujet, la calibration des écrans. Pareil, je suis pas expert là-dedans. Je l'ai calibré d'une certaine manière qui fait que quand j'imprime mes photos, je retrouve les couleurs que j'ai à l'écran et pour moi, c'est tout ce qui compte. Et voilà, donc voilà, je voulais juste placer ça comme ça et remercier BenQ pour cet aspect-là. Alors, on y va. On va attaquer, on va commencer en fait, on va aller du plus simple au plus complexe sur la partie de traitement de couleurs. J'espère que tout va bien. Je vois qu'il n'y a pas de message dans le chat, donc je pense que vous n'avez toujours pas accès au chat. C'est un petit peu dommage. Et puis après, si on a déjà des questions qui arrivent, donc ça c'est très bien. On prendra un petit peu de temps tout à l'heure. Alors, on va attaquer avec la saturation. Donc la saturation, écoutez, c'est relativement simple. C'est tout simplement quand on va prendre une photo, donc celle-là, la photo RAW était comme ça. Ça va être les photos où généralement l'attrait principal de la photo, ce sont les couleurs. Donc quand on prend la photo en se disant waouh, les couleurs de cette scène sont incroyables, généralement c'est surtout le curseur de saturation qui va nous aider. Donc là, par exemple, je vais probablement déboucher les ombres sur une photo comme celle-là. Voilà, peut-être baisser un petit peu les hautes lumières pour le ciel, peut-être voilà, faire un truc un peu comme ça. Et globalement, ici, j'ai plus qu'à jouer après sur la saturation pour venir renforcer un petit peu les couleurs du ciel, les couleurs du château, de l'herbe, etc. En faire quelque chose d'à peu près correct. On peut, si on veut être à un niveau un petit peu plus avancé, se dire tiens, je vais booster encore plus la saturation globale, et ensuite me dire tiens, il y a sûrement des couleurs qui sont trop saturées, genre peut-être le jaune ici là-haut dans le ciel, et ensuite les baisser dans la partie teinte saturation luminance, on va aller dans saturation et baisser un tout petit peu les saturations qui semblent un petit peu trop criardes. Mais globalement, sur ce genre de photo, ah oui, on peut faire plein d'autres choses sur une photo comme ça, mais globalement, l'impact principal qu'on va essayer de donner à cette photo, ça va être de renforcer les couleurs, ou en tout cas euh, orienter l'œil vers les plus belles couleurs, c'est-à-dire celles du ciel, celles du château, etc. Ok. Un autre exemple, ça va être cette photo-là. Alors attendez, ouais, je ne les ai pas mis dans le bon ordre. Ça va être cette photo-là, où là c'est pareil, hein, c'est le coucher de soleil qui compte avant toute chose. Et donc sur ce genre de photo, regardez, quand on booste la saturation, c'est essentiellement ça qui va venir faire l'intérêt de la photo, on va dire. Après, évidemment, on a plein d'autres petits réglages, mais ce sera celui-là qui aura le plus d'impact sur la photo finale. Moi, je l'ai même un tout petit peu décontrasté à la fin de ma photo, parce que j'aime bien un petit peu décontraster mes photos de paysage. Mais voilà, globalement, c'est la saturation qui aura l'impact le plus fort. Alors, quand je dis saturation, ça peut être vibrance aussi, il faut jouer un petit peu avec les deux. Un autre exemple, encore une fois, toujours sur le même petit lac d'ailleurs, un coucher de soleil où j'aimais beaucoup la ligne de crête là-bas et surtout la lumière absolument dingue qu'on avait là-bas derrière. Et je voulais juste renforcer un petit peu cet effet-là.
Donc j'ai un petit peu renforcé la saturation qu'il y avait là derrière. Voilà, donc encore une fois, on est sur des éléments hyper simples. Quand la couleur est le sujet de la photo, le sujet principal de la photo, souvent on va se focaliser essentiellement sur quelle est la bonne dose de saturation qu'il faut mettre, pas trop, pas trop peu. On va essayer d'éviter les photos criardes, mais voilà, globalement, ça va être là-dessus qu'on va travailler le plus. Et petit élément intéressant, quand on est sur des photos comme celle-là, où pour le coup, c'est pas la couleur le sujet principal de la photo. Là, le sujet principal, ça va être la texture de la montagne, ça va être la forme de la montagne. Et donc, la couleur, à la limite, elle crée presque une distraction pour apprécier les formes et les couleurs. Pardon, les formes et les textures. Et donc, quand on se retrouve dans un cas comme ça, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, ça va être des situations où finalement, en fait, un noir et blanc va bien fonctionner. Parce qu'on va enlever la composante de couleur pour pouvoir se concentrer justement sur les lumières, les textures, les formes, etc. Donc voilà un petit peu comment je joue sur l'aspect saturation, désaturation. Donc vous voyez, c'est une grille de lecture qui est assez simple en fait, hein. Est-ce que sur cette photo-là, c'est la couleur qui est l'élément principal, qui est le sujet de ma photo quasiment, parce que les nuages sont incroyables, parce que il y a, je sais pas, des fleurs au premier plan et que le ciel est beau. Enfin voilà, est-ce que sur l'entièreté de la photo, c'est la couleur l'élément principal. Dans ce cas-là, on va jouer surtout sur la saturation. Et à l'inverse, est-ce que la couleur vient créer une distraction ou vient complexifier la scène inutilement? Et dans ce cas-là, souvent, on va passer vers du noir et blanc ou d'autres choses qu'on verra tout à la fin. J'ai quelques autres exemples, je crois, que j'ai mis à la suite. Je les ai fait un peu par couleur ici. Donc, si on est dans les verts, c'est un petit peu ça. Oui, parce que... Attendez que je me trompe pas. Non, oui, c'est ça, on était sur les jaunes, donc on passe sur les verts, donc c'est la catégorie numéro 2. Donc la catégorie numéro 2, ça va être la balance des blancs. Ok. Donc balance des blancs, c'est un petit peu plus complexe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Quand on a une photo comme celle-là, vous vous souvenez peut-être, celle-là elle est extraite de la vidéo où j'avais été passer 2 jours dans les écrins avec Michael Arzur. Prise au petit matin, pas à l'heure bleue, puisque finalement le soleil est déjà levé sur les hauteurs, mais nous on est encore un petit peu dans l'heure bleue. Et on voit que tout est absolument bleu partout. Là, encore une fois, on est sur un RAW, hein, donc la photo clairement n'est pas suffisamment exposée, mais voilà, je vous fais grossièrement des petits réglages pour que vous voyez mieux. C'est très bleu quand même tout ça, on est d'accord, hein. Mais malgré tout, si on regarde sur les sommets ici, la couleur est à peu près correcte. Donc en fait, la balance des blancs est probablement bonne à la prise de vue. Mais, encore une fois, nous, comme on est baigné dans cette ombre, il ne faut pas oublier que les ombres, souvent, ça a des teintes bleutées. Comme on est baigné dans cette ombre, notre œil, notre cerveau s'est adapté et on ne voit pas le monde en bleu quand on est avant le lever du soleil, après le coucher du soleil. On ne voit pas tout bleu. C'est comme quand vous mettez des lunettes de soleil. Quand vous les mettez, ça vous fait bizarre et quelques minutes après, vous êtes habitué et vous revoyez les différences de couleurs. C'est pareil là. Donc du coup, si je veux recréer cette impression-là, je vais jouer sur la balance des blancs et je vais probablement la réchauffer pour retrouver des tons qui ressemblent beaucoup plus. Je vais éclaircir plus pour que vous voyez mieux. Allez, on va faire ça, hop, comme ça, baisser l'autre lumière. Voilà, c'est pas grave, on n'est pas sur le le traitement final, mais c'est pas bien grave. C'est juste pour vous montrer la démarche. Et donc, ça m'arrive assez souvent quand on a une majorité de la photo qui est dans le. Encore une fois, on était comme ça, hein. Ça c'est la prise de vue. Une majorité de la photo qui est dans l'ombre, ça m'arrive très souvent de prendre la balance des blancs et de venir la réchauffer. Alors, je ne vais pas exagérer et venir faire un truc jaune comme ça, parce que jaune comme ça correspond à quelque chose qui est éclairé par le soleil, ce qui n'était pas du tout le cas ici. Généralement, on va doser pour qu'il y ait des petites teintes bleutées, mais beaucoup moins qu'au départ. Ok? Je pense que ça vous paraît logique, à peu près. Voilà. On retrouve quelque chose de plus réaliste. En tout cas, moi, ça me plaît comme ça. Donc voilà. Après, on peut faire plein d'autres traitements sur la photo, mais on va partir généralement sur des tons un petit peu comme ça. Là, j'ai même rajouté un petit peu de magenta après derrière. Mais ça, c'est encore un autre débat. OK. Autre cas de figure où généralement la balance des blancs va se tromper. Alors déjà, la balance des blancs peut se tromper souvent si vous êtes en balance des blancs manuel. Moi, perso, je me mets toujours en balance des blancs automatique parce que 95% du temps, elle est très bonne. C'est très rare que j'ai besoin de corriger la balance des blancs dans le logiciel de post-traitement. Mais comme je vous disais, il y a quelques situations comme celle qu'on a vue là où on est majoritairement dans l'ombre. Et une autre situation où l'appareil photo va se tromper en général, c'est quand vous allez avoir de la neige.
Quand vous avez de la neige, on est dans une ambiance plutôt froide. Qui dit ambiance froide dit on va plutôt essayer de chercher des teintes bleutées justement. Et là, en plus de la neige à l'ombre, tout était assez bleu et l'appareil photo, il a tiqué, il s'est dit c'est pas possible, tout est trop bleu, je vais augmenter la balance des blancs, la réchauffer. Et donc là, pour le coup, c'est un peu le cas inverse, c'est-à-dire que si je veux retrouver quelque chose euh, d'un peu plus réaliste ou qui correspond, on va dire, à l'ambiance, surtout quand c'est une ambiance un peu froide, bah, je vais plutôt la refroidir un peu, la balance des blancs, mettre un petit peu de bleu là-dedans, parce que c'est comme ça que je sentais la scène quand j'y étais. Et quand on met un petit peu de bleu, on a l'impression qu'il fait un peu plus froid et tout ça, ça colle bien avec le sujet. Si je vous fais vraiment l'extrême opposé, quand on fait un truc comme ça, bon alors sans compter le fait qu'on part un peu vers du noir et blanc, mais si je vous le sature un peu, bah c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre, on n'a pas trop l'habitude, on se demande même si c'est pas autre chose que de la neige finalement quand c'est jaune comme ça. En tout cas, voilà, bah, c'est comme ça que je perçois les photos de neige le plus souvent. Et encore une fois, là, on est dans la partie, on essaie d'être réaliste. On verra après pour la partie, on essaie d'être créatif. Et puis, dernier cas de figure, c'est le cas opposé. Ça, donc, ça a été largement sous-exposé. On va la réexposer un peu. Là, c'était une photo au petit matin. Et ce que j'aimais énormément dans cette photo cette grèbe huppée, c'est que il passait d'une zone un petit peu d'ombre, vous voyez que c'est majoritairement bleu, à la zone dans laquelle le ciel rosé était en train de se faire un reflet. Et donc en fait, c'est cette transition du bleu vers le rose que je trouvais magnifique. Et quand j'ai pris ma photo, et ben, quand je reviens devant l'ordinateur, je vois ça. Et je me dis là, on voit pas du tout on voit pas du tout l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là, quoi. Et donc là, c'est typiquement genre de situation, effectivement, réchauffer la balance des blancs, ça va aider. On va aussi beaucoup chercher à resaturer, vous voyez un petit peu. Et après, on pourra même faire éventuellement des retouches localisées. On va même aller chercher là-dedans ici la saturation des oranges, la saturation des jaunes, probablement peut-être baisser un petit peu la luminance aussi de cela. Vous voyez, on a plein de petites options qui permettent de recréer un petit peu notre décalage. Je vois qu'on a un petit peu de vert dans notre bleu aussi, donc on va peut-être passer un peu comme ça. Enfin voilà. Je vous refais pas tous les réglages. Ma photo finale tournait plus autour de quelque chose comme ça. Et là, ça ressemble beaucoup plus aux couleurs que je voyais à ce moment-là. Donc voilà, on est encore dans un cas où c'est majoritairement la balance des blancs qui va poser problème et qu'il va falloir corriger. Est-ce que ça va pour l'instant? Alors, je vais hop, essayer de supprimer les petits messages. Je supprime les merci, des choses comme ça. Et puis après, on regardera un petit peu les questions. Je vois que vous n'avez toujours pas accès au chat, malheureusement. Bon, bah, tant pis, c'est pas très grave. Hop, Sylvain, hop, ok. Oh, il y a beaucoup de questions. Alors, je sais pas si je les prendrai au hasard, parce que je sais pas si je vais pouvoir tout répondre à tout. Ah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer et puis on regardera les questions ensuite, parce que sinon j'ai peur qu'on dépasse trop. Ok? Alors, donc là donc on a vu la saturation, on a vu la balance des blancs. On va maintenant regarder les contrastes de couleurs. Alors, j'ai envie de vous interroger, mais en même temps, si on n'a pas le chat, c'est pas pratique. J'allais vous dire, est-ce que vous voyez ce que c'est les contrastes de couleurs? Les contrastes de couleurs, en fait, des contrastes, c'est souvent ce qu'on va rechercher dans une photo. Quelque chose de sombre devant quelque chose de clair, ou quelque chose de clair devant un arrière-plan sombre, quelque chose de net devant un arrière-plan flou. Et du coup, la couleur peut permettre de créer des contrastes aussi. Et généralement, les contrastes, on va les voir sur des couleurs complémentaires. Vous connaissez les roues des couleurs, hein, les roues chromatiques. On en a une ici dans Lightroom, là. Donc, si j'ai par exemple mon arrière-plan qui est dans les oranges, si mon sujet ressort dans les tons bleus, il va beaucoup plus ressortir que si mon sujet est dans les tons verts ou les tons rouges, qui sont proches du orange sur la roue chromatique. D'accord? Je pense que ça vous paraît assez logique. Et en fait, quand on regarde ici, on a deux couleurs complémentaires ici. On a le bleu d'un côté et on a le orange de l'autre, qui sont deux couleurs parfaitement complémentaires. Et pareil, on a le vert et le magenta, qui sont complémentaires aussi. Le plus souvent, encore une fois en photo de paysage, on va jouer plutôt sur le froid et le chaud, donc le bleu et le jaune orangé, parce que ça va être des teintes qui sont naturelles, qu'on trouve facilement dans la nature. Le bleu dans les ombres, le orangé dès qu'il y a de la lumière du soleil. Et donc créer un contraste à partir de ça, un contraste de couleur, ça rend généralement, ça permet de garder le naturel de la photo. Alors que créer un contraste avec du magenta et du vert, c'est plus délicat. Mais on verra un cas tout à l'heure où ça peut être pratique. Donc, l'exemple le plus typique, ça va être des photos comme ça, où on va vouloir essayer de mettre une ambiance. Alors attendez, on va faire les petits réglages de base. Hop, on va déboucher les ombres. Je redresse même pas l'horizon, c'est pas très grave, hein.
Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, juste pour que vous voyez bien la photo. Là, on est au moment du coucher de soleil. Le soleil est derrière moi, donc il éclaire toute cette scène-là. Et quand je regarde cette scène, je la vois avec des couleurs qui ressortent bien. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, je veux que sur mon premier plan, je veux avoir des couleurs comme ça. Alors je vais même mettre un petit peu de contraste en plus là-dedans. Voilà. Je veux avoir des couleurs chaudes, des couleurs de coucher de soleil tout simplement qu'on retrouve ici dans le premier plan. Quel est le problème que ça crée? Eh ben, ce que ça va créer comme problème de faire ça sur l'ensemble de la photo, c'est qu'on va se retrouver avec un ciel qui est plus vraiment bleu en fait. Il est bleu délavé. Parfois, si on le tire fort, il va partir vers du vert ou du jaune un peu bizarre. Là, vous voyez un peu les trucs. Et ça, c'est pas un ciel naturel. C'est pas un ciel de coucher de soleil en vrai. Le ciel de coucher de soleil, quand vous avez le soleil derrière vous, de l'autre côté, le ciel est bleu, hein. Il est bleu normalement. Et donc, c'est justement, encore une fois, essayer de recréer ce contraste-là. Et si vous arrivez à redonner une couleur bleue au ciel, une couleur bleue normale quelque part, bleu ciel, et ben ça va d'autant plus accentuer dans le cerveau des gens qui vont regarder la photo le côté ah waouh, il y a une belle lumière de coucher de soleil sur le premier plan. C'est l'effet, encore une fois, c'est l'effet nuage d'orage et premier plan qui est éclairé par le soleil. Donc on recrée un petit peu cet effet-là. Donc souvent ici, on va jouer sur une retouche un peu localisée. Euh, donc moi, je vais prendre généralement, hop, un filtre, un dégradé linéaire comme ça pour faire le ciel. Hop, et sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va généralement rebaisser la balance des blancs. Vous voyez? Subtilement, faire un grand dégradé comme ça. Du coup, je retrouve mon ciel relativement bleu. D'accord? Donc si je vous montre, hop, si je vous montre avec et sans, hop là, je sais pas pourquoi il met mes coquelicots avant. Euh, vous voyez, avant on était comme ça, et là on retrouve un ciel qui est bleu, qui a un bleu plus naturel. D'accord? On peut même éventuellement se dire, bah tiens, ce petit bout de ciel là, on va aussi rebaisser un petit peu l'exposition, voilà, pour retrouver un bleu un peu plus naturel. Alors pareil, il ne faut pas le faire trop fort, juste comme il faut. Mais vous voyez que maintenant, quand on voit ce ciel, on se dit, ça c'est un ciel normal du soir. Donc tout ce qu'il y a devant, en fait, on se dit, le ciel est réaliste, donc ce qu'il y a devant doit être réaliste. Donc probablement que cette lumière était vraiment aussi intense que ça. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Pour certains, ça peut être considéré comme bah, mais tu triches parce que si le capteur a capté les couleurs comme ça, c'est qu'elles étaient comme ça sur place. Et pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, encore une fois, je veux reproduire ce qui a attiré mon œil. Ce qui a attiré mon œil, c'est la lumière du coucher de soleil sur ces objets-là. Et c'est pas du tout le ciel qu'il y avait là-bas derrière. Donc je veux que le ciel soit réaliste pour mettre en avant et en valeur le premier plan. Donc voilà à peu près comment je gérerais. Et ça, on l'a très souvent hein, sur les photos avec un ciel. Donc là, vous avez la photo un petit peu finale, pareil, beaucoup, beaucoup plus travaillée à mon sens. On va l'avoir sur des ciels comme ça. Là, on a en plus la composante que c'est un ciel d'orage. C'est un ciel vraiment un peu grave, voilà. Et ben mon premier plan, on a des belles pierres, on a des belles fleurs, donc on a envie probablement de réchauffer cette partie-là. Alors cela dit, je vous dis ça, mais sur celle-là, je crois que j'ai plutôt refroidi, dans la mesure où on a une scène qui est plutôt ambiance fraîche, quoi. Mais ce que je veux dire ici, c'est que dans le ciel ici, on va plutôt avoir tendance à passer du bleu dans le ciel pour justement lui redonner un côté plus ciel d'orage, quoi. En fait, je crois que j'ai fait un truc un peu local sur cette photo-là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai réchauffé globalement la partie ici avec la maison. Et vous voyez que j'ai refroidi le ciel et la partie de la rivière pour garder cette ambiance, cette atmosphère un peu fraîche, pluie d'orage et tout ça. Donc en fait, j'ai fait quelque chose de localisé ici. Donc j'aurais dû la mettre à la fin à la fin du webinaire, en fait, cette photo-là. Mais c'est pour vous montrer un petit peu l'idée. Et là, encore une fois, c'est la même chose sur celle-là. J'ai voulu accentuer beaucoup les couleurs qu'il y a au premier plan, remettre du chaud dans ces couleurs-là. Et le ciel, par contre, ciel orageux, ciel de tempête, on va rester dans des gris, des bleus pour rester dans cette atmosphère un peu froide et un peu dure. Voilà. Donc ça, c'est le b à bas quelque part de la retouche localisée qui permet de créer un contraste de couleurs, encore une fois, entre un sujet et l'arrière-plan. Encore une fois, hein, le sujet ici, c'était le bateau Les Nénuphars. L'arrière-plan avec lequel je veux contraster, ça va être le ciel qui est là-bas derrière. Le sujet ici va être la maison pardon, et les fleurs, et l'arrière-plan, bah, ça va être le ciel. Et puis ici, c'est exactement la même chose. Ok. On a un cas où en général, il n'y a pas tellement besoin de faire un traitement séparé entre le ciel et le sujet, et c'est l'heure bleue. Parce qu'à l'heure bleue, eh ben, le ciel il est juste parfait en général. Et
sur une photo comme celle-là, il est même presque trop saturé, le ciel. Et donc, si je remonte un petit peu l'exposition, vous voyez, pour exposer le premier plan, ben, on voit que le ciel, il est correct et que le ciel par rapport à ma tour, la relation entre les deux est globalement bien, en fait. Il n'y a pas tellement besoin, en termes de couleur, hein, j'entends. En termes de couleur, on a un bon contraste entre des lumières incandescentes et le ciel un petit peu après le coucher du soleil, donc à l'heure bleue. Euh, et c'est pour ça que les photographes aiment autant l'heure bleue, c'est que notamment en ville, c'est que automatiquement ça crée des magnifiques contrastes de couleurs entre les lumières tungstène. Alors avec les LED, c'est un peu différent, mais avec les lumières alors, anciennement tungstène et à incandescence ensuite, on a vraiment un beau orange dans les petits villages et tout ça, c'est juste magnifique. Et le ciel, il a pile la teinte qu'il faut et la couleur qu'il faut. Donc ça c'est intéressant. Une autre façon de faire un contraste de couleur, ça va être, alors on n'est plus sur la photo de paysage, mais ça va être sur des photos de ce type-là. D'accord? Ici, on est sur des fourmis coupe-feuilles, photographiées au Costa Rica il y a quelques semaines. Et sur des photos comme ça, euh, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On va essayer avant tout de faire ressortir la fourmi par rapport à l'arrière-plan. On est d'accord. Et donc, on a plein de moyens de faire ça. Encore une fois, je vous disais, alors, il y a mon ordi qui me demande de libérer de l'espace de stockage. Je vous demande juste une seconde. J'ai un truc, je passe sur un autre disque. Hop là, comme ça, on est sûr que ça va pas bugger. Parce que j'ai très peur sinon que ça bug. Désolé pour la petite pause d'une minute. Hop, hop, j'arrive. Et voilà, c'est bon, c'est copié. Excusez-moi. Donc ici, on essaie de créer un contraste entre notre sujet et l'arrière-plan pour essayer d'amener le regard du spectateur vers l'animal. Donc souvent, ce qu'on va faire pour ce type d'objet, c'est qu'on va aller faire un filtre radial, un dégradé radial, d'accord? Et là, on a plein de façons de procéder. On peut très bien se dire, le cas le plus courant, c'est dans notre dégradé de se dire, on va éclaircir un petit peu plus par rapport à l'arrière-plan, par exemple, vous voyez. Le problème de ça, c'est que très vite, on va voir la séparation entre les deux, ça va faire bizarre. Donc on peut le faire un petit peu, mais pas trop. On peut jouer sur la clarté, mettre de la clarté là et mettre un petit peu de clarté négative autour. Il y a plein de façons comme ça. Mais parfois, moi, j'aime beaucoup jouer sur la température de couleur. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais généralement le pousser un peu fort. Je vais mettre vraiment un gros dégradé, d'accord? Très gros dégradé. Peut-être un truc un peu comme ça, plus sur la fourmi peut-être. Et plus je mets un dégradé grand, plus je peux y aller fort en fait, jusqu'à ce que ça se voit trop. Là, ça commence à se voir beaucoup trop, d'accord? Mais je peux mettre un petit peu comme ça peut-être. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma photo dans son ensemble et je vais refroidir un petit peu l'ensemble, juste un petit cran. Et donc ma fourmi va ressortir un petit peu plus. Alors, il faut que ça reste subtil et qu'on ne le perçoive pas à l'œil. Mais voilà, c'est une des méthodes pour faire ressortir un sujet par rapport au reste de son environnement. Donc ça, c'était le petit cas d'école. Autre exemple, donc, où cette fois-ci, on ne va pas faire du chaud et du froid, c'est celle-là. Donc celle-là, vous devinerez aussi que c'est une photo qui a été prise au Costa Rica. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est que tout est vert dans la photo. Et donc, quel est le moyen de créer du contraste de couleur avec du vert? Ça va être de jouer sur du magenta, en réalité. Donc, par exemple, je pourrais très bien passer ma balance des blancs encore plus sur du vert pour unifier un petit peu tout ce qu'il y a à l'arrière-plan. D'accord? Ça aussi, c'est une autre petite astuce, hein, mais si vous avez beaucoup de bazar sur votre photo, une photo de forêt ou un truc comme ça, euh, on va essayer justement de limiter le contraste de couleur dans la zone qui est en bazar pour que ça soit un peu plus uni et que ça attire moins le regard. Si à l'inverse, j'avais cherché, je vais booster la saturation exprès pour bien qu'on voit le problème que ça peut poser. Si j'avais cherché à faire à peu près comme ça, ne regardez pas les paresseux, mais regardez vraiment les branches et les feuilles à l'arrière-plan. Là, on voit qu'il se passe des choses dans tous les sens. Il y a des branches, des feuilles, des points de lumière. Ça crée beaucoup de distractions en fait à l'arrière-plan de voir des contrastes de couleurs. Donc, si je veux éviter qu'il y ait autant de distractions à l'arrière-plan, j'ai intérêt plutôt à, euh, à essayer d'unifier, uniformiser un petit peu les couleurs. D'accord? Alors là, c'est un peu criard parce que j'ai monté la saturation, mais vous voyez un petit peu l'idée, là, c'est beaucoup moins perturbant. D'accord? Mais dans le même temps, le problème, c'est que j'ai mis du vert aussi sur mes paresseux. Donc c'est là où généralement, je vais venir reprendre pareil, hein, un dégradé,
Alors je vais le faire là. Généralement, là par exemple sur cette photo-là, je le ferai aussi sur la liane. Je prendrai le temps de prendre un pinceau, d'aller sur la liane. D'ailleurs, on peut aussi sélectionner juste le sujet, hein. On a des logiciels qui font ça très bien. Je vous le montre un peu à l'ancienne. Mais sur une photo comme celle-là, je sélectionnerai le sujet. Ça, c'est clair. Et ici, du coup, on va venir redonner un petit peu de magenta. Voilà, est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit. On le voit bien. Alors, on peut même y aller fort, en fait, hein, sur celle-là, a priori. Hop, du magenta. Hop, un peu de saturation. Et vous voyez que ça les fait ressortir. Ça les fait ressortir assez rapidement, en fait. Assez facilement. Hop. Et pour l'arrière-plan, globalement, ça se passe bien, hein. Alors, ouais, je suis étonné de pouvoir y aller autant que ça, en fait. C'est qu'ils n'étaient pas très colorés, en fait, mes paresseux au départ. Mais vous voyez, là, on voit quand même bien la différence, hein. Ça, c'est la photo au départ. Et là, on retrouve une couleur naturelle pour les paresseux, sauf que l'arrière-plan apporte moins de distraction. D'accord? Donc voilà, moi après traitement, ma photo donnait plutôt quelque chose comme ça. Donc après, j'ai remis du vignetage, il se passe beaucoup d'autres choses. Mais voilà, ça vous donne une bonne idée de comment on peut procéder, encore une fois, pour faire la séparation de couleurs. Et si on vient sur cette photo qu'on a vue au tout début, bah, c'est exactement la même chose. Elle est terne. Si je booste seulement la saturation, comme on a vu au début, bah, il manque ce contraste qui avait attiré mon regard. Et donc, bah, je vais aller sélectionner juste la partie centrale, aller mettre du contraste, des couleurs sur cette partie centrale et garder le reste bleu. Donc là, on voit bien le contraste entre le orange et le bleu pour bien faire ressortir mon sujet. Autre exemple qui est assez classique, évidemment, c'est ici on a le randonneur. Lui, il porte du orange, du rouge sur lui. Donc, si on veut qu'il ressorte sur la photo, bah, on va accentuer un petit peu ces couleurs-là par rapport à tout le reste qui est plutôt bleuté et vert. OK pour ça? Je pense qu'on est bon pour cette partie-là. J'avais d'autres exemples encore, mais bon, c'est pas. Là, ça, c'est un exemple qui est encore plus simple, où pour le coup, on est plutôt sur un contraste de lumière, où j'ai plus assombri le reste, mais il n'y avait même pas besoin, en fait, sur cette photo-là, de passer en bleuté tout ce qu'il y avait derrière. Je voulais vraiment juste que ça disparaisse. Et puis, on a aussi des exemples de ciel comme ça, où là, quelque part, le contraste, il est déjà présent, il y a juste à l'accentuer encore, le contraste de couleur, avec des rayons bien jaune-orangé comme on a au coucher du soleil et des nuages bien bleu-gris foncé comme on a quand on a un ciel d'orage. Voilà, donc ça c'était pour le contraste de couleur. Gros sujet quand même, mais je pense important. On passe, on en a plus que deux et ils vont être un petit peu plus rapides ceux-là, je pense. On passe maintenant à la photo que vous avez vue sur l'affiche du webinaire, qui est donc cette photo-là. Et ici, c'est vraiment intéressant, même si on rentre dans une étape supplémentaire en termes de complexité. Pourquoi? Parce que ici, si la composition est intéressante, c'est parce que on a une alternance de zones d'ombre et de zones de lumière, avec une lumière de coucher de soleil, donc une lumière bien chaude, et des zones d'ombre, du coup, qui ont des teintes plutôt bleutées. D'accord? Et toute la difficulté du traitement de cette photo a consisté à séparer ces zones et à se dire, OK, sur mon premier plan, où j'ai envie que ça amène vers mon pote Mathieu, j'ai besoin que la lumière soit chaude parce que ça capte les rayons du soleil qu'il y a là-bas. Sur cette roche ici qui est à droite, on est dans une zone d'ombre. J'ai pas envie d'attirer le regard là-dessus, donc je vais plutôt au contraire euh, venir refroidir en termes de balance des blancs cette zone-là, et puis peut-être baisser un petit peu l'exposition aussi de ces zones-là. Idem sur tout le coin en haut à gauche. Vous voyez qu'on est plutôt sur des teintes plutôt bleutées, plutôt froides, parce que je veux pas que ça attire le regard. Donc en fait, sur cette photo-là, ça m'a permis juste de créer un chemin, la gestion des couleurs localisée. Ça m'a permis de créer un chemin, donc avec des filtres, j'ai des filtres gradués, hein, que je suis venu mettre ici dans le coin, des pinceaux que je suis venu utiliser dans les zones d'ombre ici, et sur le ciel aussi. Et l'idée de tout ça, c'est de créer un chemin visuel pour que l'œil rentre donc par le bas de la photo, aille jusqu'à Mathieu. On se rend compte qu'ici, Mathieu, lui, est éclairé par les rayons du soleil. Donc ces rayons du soleil ici, je les ai réchauffés aussi. J'ai aussi joué sur la température de couleur des rayons du soleil et que ça amène jusqu'au soleil là-bas. Éventuellement, on peut poser le regard ici sur les petites herbes éclairées là. Mais globalement, notre œil a fait un espèce de zigzag, ou en tout cas un triangle, qu'on a accentué grâce à la gestion des couleurs, juste, entre guillemets, à la gestion du chaud-froid, en fait. C'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup en noir et blanc, mais en noir et blanc, on va plutôt jouer sur la luminosité, des zones claires, des zones sombres, des zones claires, des zones sombres, pour recréer un chemin lumineux dans la photo. Donc voilà, c'est un niveau un petit peu plus complexe,
Mais quand on tombe sur des photos comme ça et qu'on arrive à trouver un traitement comme ça, j'y arrive pas à chaque fois, hein, je vous garantis, voilà. Mais quand on y arrive, c'est très satisfaisant de se dire, ok, là, je suis arrivé à réussir à reproduire ce que je voulais faire et j'arrive à emmener les gens dans la photo là où j'ai envie de les emmener. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et dans un autre cas, un petit peu plus, euh, un petit peu plus simple à comprendre, mais que j'utilise aussi souvent, c'est quand on va avoir un soleil excentré dans la photo. On est toujours dans des heures de, alors là, c'est plutôt un lever de soleil. Euh, je vais vous faire vite fait, hop, rapidement l'exposition. On va probablement refroidir un petit peu parce il faisait super froid ce jour-là. Hop, peut-être on débouche un petit peu les ombres. Je fais vraiment très simple, hein. Ok, mais là on n'a pas beaucoup de couleurs sur notre photo. Probablement que je voudrais réchauffer un bout la partie du soleil, mais le problème c'est que ça vient me réchauffer toute ma photo. Et si je viens réchauffer toute la photo, bah, on perd un petit peu le côté froid et voilà. Mais le rayon du soleil, lui, était quand même chaud. Donc en fait, quelle est la solution à ce moment-là? Bah, c'est de venir prendre toute la partie qui est éclairée par le soleil et venir la réchauffer, tout en accentuant de l'autre côté la partie froide. Donc en fait, en gros, si vous regardez juste la partie gauche de la photo, bah, j'ai plutôt intérêt à avoir quelque chose comme ça. Mais là, c'est la partie droite qui est bizarre quand on regarde le ciel. Et si je veux faire un traitement pour la partie droite, bah, c'est plutôt un traitement comme ça qui marcherait bien. Donc là, on va faire un traitement différencié parce que la source lumineuse est excentrée en fait. Donc voilà, mon résultat final, moi, tourne plutôt autour de quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous voyez bien l'intention ici de garder une partie froide sur le côté. Et d'ailleurs, les ombres sont toujours froides ici, hein, on a toujours du bleu dans les ombres. Et puis d'accentuer l'aspect, voilà, le gros rayon de soleil bien chaud qui vient nous réchauffer au petit matin. Donc voilà, ça c'est vraiment les traitements différenciés sur des photos. On ne va pas forcément faire que ciel versus le premier plan. Parfois, dans le ciel lui-même, il y a une partie qui est plus chaude, une partie qui est plus froide, surtout quand on est au grand angle comme ça. Et la dernière façon, qui est celle que je maîtrise le moins, donc je vais vous montrer deux exemples où ça a marché, deux exemples où ça n'a pas marché, à mon goût, c'est de créer une atmosphère ou une ambiance sur l'ensemble d'une photo. Euh, Et c'est là que c'est plus difficile parce que c'est une partie où généralement il faut être plus créatif. Et moi, la créativité, c'est pas forcément mon fort au post-traitement. Je suis plutôt à chercher une sorte de réalisme, en tout cas, mon réalisme. Donc voilà, je fais beaucoup d'essais et je vous encourage à en faire beaucoup, mais essayez de reconnaître quand des fois ça marche pas. Donc celle-là, c'est une photo qu'on a prise en automne, c'est le miroir de Say. Euh, alors c'était un petit peu la fin de l'automne, mais globalement on est dans une ambiance d'automne toute la journée. Et pour moi, ces couleurs-là ne reflètent absolument pas l'automne. Et le problème, c'est que si par exemple je prends la saturation et que je me dis tiens, on va booster la saturation, bah c'est pas tout à fait l'automne non plus. On voit du jaune pétant devant, on voit du rouge là, du jaune, mais c'est trop criard, trop saturé pour représenter les couleurs d'automne. Donc on se trouve dans une situation où ici, bah, va falloir être un petit peu créatif. Et donc la balance des blancs est un bon moyen pour revenir redonner une ambiance sur l'ensemble de la photo. Vous voyez, si je mets un petit peu de magenta et beaucoup de chaud, on va retrouver tout de suite une ambiance qui est un peu plus automnale. Alors il y a plein d'autres façons de faire hein, qui sont beaucoup plus avancées que ça, mais je vous donne dans les grandes lignes. Euh, Là, on retrouve du coup des tonalités qui font un petit peu photo d'automne. Donc c'est pas ce que mon capteur a, a récupéré. C'est peut-être même un petit peu différent de ce que j'ai vu à l'œil nu, mais pour recréer l'ambiance de l'automne, je trouve que ça marche bien. Donc voilà, mon post-traitement, il tournait plutôt comme ça à la fin. Voilà, pour recréer un peu cette ambiance d'automne. Et puis une autre photo qui est assez similaire, donc encore une fois, c'est une photo où je ne vais pas essayer de créer. D'ailleurs, si je reviens là-dessus, pardon, sur cette photo-là, pourquoi j'ai intérêt à ne pas faire un traitement différencié des couleurs, c'est qu'il y a énormément d'éléments partout. Donc j'ai intérêt à homogénéiser justement cette teinte et cette couleur globale, plutôt qu'à essayer de créer des contrastes entre une partie froide, une partie chaude, et encore plus là où on était sur un jour où c'était totalement couvert. Donc il n'y a même pas de différentiel de lumière. Euh, mais voilà, j'ai pas intérêt à recréer des contrastes de couleurs dans ce genre de photo. Au contraire, j'ai plutôt intérêt à harmoniser les couleurs pour en faire une scène qui est un peu plus douce et un peu plus cohérente. Et ici, c'est un petit peu la même chose. Donc, on est retourné au Costa Rica là. On a des cascades, on a une lumière qui arrive par le dessus, une magnifique lumière qui arrive par le dessus. Et là, cette fois-ci, bah, je suis allé essayer d'accentuer un petit peu ce côté lumineux qui vient du haut. Et je suis parti dans une ambiance très verte parce que c'est ce que je voulais pour le coup de faire vraiment une ambiance de jungle tropicale. On a l'impression qu'on va entendre tous les chants des oiseaux, etc. Et donc, encore une fois, quelque chose d'assez homogène, également pour éviter
d'avoir trop de soucis avec tous ces détails, toutes ces herbes qui poussent de partout, et que ça vienne pas faire quelque chose de dur à regarder en fait. Donc ça adoucit la photo encore une fois, d'avoir une balance des blancs qui est relativement cohérente. Deux exemples où j'ai pas réussi. On a cette photo-là. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces deux photos-là que je vais vous montrer, c'est des photos qui ont cartonné sur Instagram. Elles ont eu des tonnes de likes et tout ça. Et sur celle-là, je suis pas satisfait du tout de ce que j'ai obtenu. C'est une photo à Grand Teton, dans le parc national de Grand Teton aux États-Unis. C'est d'ailleurs pas loin d'un endroit où il y a la fameuse photo d'Ansel Adams. Euh, et je suis pas du tout satisfait parce qu'on a un ciel qui est jaune rosé, mais pour moi, c'est même pas une bonne couleur de ciel. Le bleu des montagnes est trop bleu. Le premier plan manque de peps dans ses couleurs. Enfin voilà, et je trouve cette scène très difficile à post-traiter. Alors ça fait longtemps que je me suis pas remis, hein, c'est le post-traitement d'origine, hein, que j'avais fait à l'époque. Mais, euh, mais pour moi, elle n'est pas réussie. Alors je sais pas pour vous si ça marche, mais pour moi, ça marche pas. Le contraste semble forcé en fait. Le contraste de couleurs semble forcé sur cette photo-là. Et une autre qui est un peu similaire que j'ai partagée il y a pas longtemps sur Instagram, qui a très bien marché aussi, beaucoup de likes et tout. Mais de la même manière, je suis pas content du tout en fait de cette photo-là parce que le ciel, ça va à peu près, mais tout le reste ici, vous voyez les zones, on est plus sur du vert que sur du bleu. Ici, on a plutôt du magenta qui arrive là-dedans plutôt que des tons chauds. Et donc en fait, voilà, j'ai joué sur la balance des blancs globale. Et en fait, je pense que ces photos-là où je galère un petit peu, c'est justement des photos où la lecture n'est pas aussi simple. Encore une fois, cette photo-là, bah, j'ai intérêt à jouer vraiment sur la balance des blancs globale, sur les couleurs globales, pour les emmener toutes dans la même direction. Et les autres photos que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est que généralement, on avait un sujet très spécifique et qui pouvait se détacher du reste. Et le problème de ces photos-là, c'est que c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éléments, donc on n'a pas intérêt à trop attirer le regard sur la complexité de la photo. Euh, Celle-là, c'est pareil. Donc on n'a pas intérêt à trop séparer les couleurs, les tons chauds, les tons froids. Mais en même temps, c'est pas suffisamment complexe pour vouloir faire bah, comme ce que j'ai fait sur les deux photos précédentes où on part vraiment dans une seule direction. Donc c'est peut-être pour ça que je bloque, mais c'est quelque chose sur lequel je pense que je progresserai en faisant des futures retouches. Dans la même catégorie, donc moi je vous ai montré ça avec la balance des blancs, mais c'est dans cette catégorie-là qu'on va mettre tout ce qui est virage partiel, que j'utilise aussi de temps en temps. Peut-être ça peut fonctionner pour une scène comme celle-là, ça peut peut-être fonctionner de jouer plus sur le virage partiel. Je l'ai déjà fait un petit peu d'ailleurs en réalité quand on voit là, d'aller sur les tons plus bleus dans les ombres, etc. Mais même là, je galère. Et, euh, et voilà, c'est des photos qui vont demander beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, mais c'est pas grave, je vais y revenir parce que je les aime bien. Donc c'est voilà, c'est dans cette catégorie-là qu'on va faire les virages partiels. Les presets aussi souvent, quand on parle souvent d'un style de photo, les fameux styles type Instagram, etc., que certains photographes reprennent et appliquent à toutes leurs photos, bah ça va souvent jouer dans la colorimétrie. Moi, je suis pas trop un photographe de presets parce que j'aime bien traiter chaque photo indépendamment. Et vous avez vu le nombre de photos différentes que vous avez pu voir, à quel point je fais des traitements différents selon le sujet et selon la scène et selon je me souviens. Donc pour moi, mettre des presets, ce serait juste me mettre des bâtons dans les roues en fait. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter sur la partie couleur. Et je vais regarder un petit peu vos questions. Je vais les prendre au pif parce qu'il y en a un petit peu, il y en a beaucoup. Je pense que je vais pas réussir à toutes les faire. Dès que j'ai pris la question, je pourrais la supprimer après. Alors, salut Sylvain, utilises-tu l'étalonnage sur tes photos? Alors, question de Laurent. L'étalonnage sur mes photos, je pense que tu veux parler de la partie, elle est où? Il y a une partie ici, voilà, étalonnage. Je l'utilise, non, je l'utilise pas en général, même si j'avais vu une petite astuce effectivement Lightroom pour refaire le style Orange and Teal, en jouant sur cette partie étalonnage. Pour moi, c'est juste un autre moyen de refaire ce qu'on peut faire avec les roues chromatiques ou avec les curseurs. Je pense qu'il vaut mieux. En fait, j'aime bien penser que chacun choisit son outil. Et moi, je suis assez à l'aise avec les curseurs de teinte, saturation, luminance, et puis vibrance, saturation, tout ce qu'il y a là-dedans, je suis très à l'aise. Les courbes, par exemple, je m'en sers jamais. Alors que je sais qu'il y a des photographes qui ne jurent que par les courbes. Donc voilà, l'étalonnage, pourquoi pas? Sur les photos, on est bloqué comme ça, je pense que ça peut être une bonne idée. En fait, je vais faire ça, je vais les garder. Je garde ces choses-là pour quand je suis bloqué. Donc effectivement, peut-être venir travailler avec ces curseurs-là, ça va peut-être faire des trucs un peu magiques en me disant ah, mais ça y est, ça résout mon problème. Donc ça peut être une idée comme ça. Mais sinon, je les utilise pas trop. Alors, on va prendre
Germain qui dit, je vois que tu es sur Lightroom classique et pas Lightroom. Une raison, merci beaucoup pour ce super webinaire. Merci beaucoup. Lightroom classique, bah, simplement parce que j'ai mes habitudes là-dedans, ça fait longtemps que j'utilise, et puis parce que du coup j'ai accès à toutes mes photos sur mon disque dur local. Donc c'est plus rapide pour le traitement et il va pas synchroniser forcément avec le cloud et tout ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé Lightroom, le nouveau Lightroom, Lightroom CC, enfin le nouveau, ça fait quelques années maintenant. Et je pense qu'il est plutôt pas mal. Au début, il manquait beaucoup d'outils en fait, et il y en a toujours un peu moins, je pense, dans le Lightroom CC que le Lightroom classique. Donc c'est pour ça que j'utilise Lightroom classique. Par exemple, je suis pas sûr qu'ils aient implémenté dans Lightroom CC les filtres de luminosité, qui sont aussi un outil hein, pour faire euh, tout ce qui est atmosphère et ambiance. Les filtres de luminosité, c'est assez incroyable, ça, ce que ça fait. Je vous montre vite fait. C'est par exemple si non, je vais pas vous montrer parce qu'on est parti sur un truc trop longtemps. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'utilise Lightroom classique. Il y a un petit peu plus d'options dedans, mais Lightroom CC marche très bien aussi. Et il me demandait, tu shootes avec quel boîtier? Bah là, vous avez des photos de plein de boîtiers différents parce que ça va du 1100D, je crois que c'est là. Je me demande si j'étais encore au 1100D ou si j'étais pas sur le 70D sur celle-là. Je l'ai plus, mais si j'étais sur le 70D. Et donc Canon EOS 70D, 1100D avant, et puis depuis quelques années maintenant, je suis passé sur le Sony Alpha 7R3. Voilà. Hop. Mais voilà, je trouve ça marrant de voir que cette photo-là, par exemple, que j'aime beaucoup, elle a été prise au 70D. Ouais, c'est ça, avec un 18-55, enfin, tout ce qui est de plus bête en fait. Euh, alors, il y a des photos que j'ai pas, il y a des questions que j'ai pas en entier. Ah, attendez, je vais étendre la box un peu des questions. J'ai la question de Gauthier qui dit, et dans le cas des photos noir et blanc, zut, alors j'ai tout perdu. Attendez, je vais agrandir la boîte à questions. Ah, il dit on d'attraper la fenêtre. J'arrive. Ah non, c'était une question juste qui était, et dans le cas des photos noir et blanc. Du coup, là, bah, c'est un petit peu compliqué parce que je pense que c'était en réaction à quelque chose que j'avais raconté à ce moment-là. Donc c'est un petit peu compliqué de te dire maintenant. Mais on peut jouer sur les curseurs de couleurs sur les photos noir et blanc, effectivement, si je reprends cette photo-là, par exemple, on a les curseurs ici, les mélanges de noir et de blanc. Et donc on peut prendre, vous voyez, mon bleu ici que j'ai mis à -40. Et bah, si je vais jouer sur le bleu ici, je vais jouer sur la luminosité de cette couleur-là. Mais c'est rare que je rajoute de la couleur sur les photos noir et blanc pour faire des teintes sépia ou des choses comme ça, par exemple. Ça, je fais pas trop. Alors, on a une question de Seb. Je suppose donc qu'il vaut mieux désactiver la configuration de plage dynamique sur l'appareil photo, WDR ou autre. Donc WDR, ça doit vouloir dire Wide Dynamic Range, je pense, donc grande plage dynamique. Alors, à ma connaissance, même si je connais pas tous les boîtiers, mais sur les boîtiers que j'ai, quand il y a des modes HDR ou WDR, etc., ça va être l'appareil photo qui va prendre plusieurs photos, qui va les combiner pour en faire un HDR. Et très souvent, ça va faire ressortir un JPEG. Enfin, en tout cas, sur les boîtiers, c'était ça. Et le problème, c'est que du coup, on a moins de latitude pour traiter la photo en JPEG. Donc, ça m'arrive de faire des HDR juste pour avoir plus de latitude sur le post-traitement. Mais dans ce cas-là, je vais les combiner ensuite dans le logiciel. Je prends mes 3 photos à la prise de vue, je les combine dans le logiciel. Mais s'ils pouvaient nous sortir un RAW HDR directement, ce serait peut-être une bonne idée. Effectivement, il y a peut-être des boîtiers qui le font. Alors, on va prendre au pif. Émeric, j'habite en montagne et ça m'a fait penser à ta photo aux US. J'ai beaucoup de mal à gérer le voile atmosphérique qui est très souvent bleu et de plus en plus bleu. Et plus la montagne est éloignée, plus c'est bleu. Je n'arrive pas souvent à gérer ce voile et son aspect bleu. Des fois, je le désature, d'autres fois, je le réchauffe. As-tu une astuce pour gérer celui-ci, le voile ou son bleuté en particulier? Oui, c'est une excellente question. Moi-même, faisant beaucoup de photos de montagne aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent. Si je reprends, alors celle-là, malheureusement, on avait un ciel tellement clair sur cette photo-là que ça va pas être très présent. Je pense que j'ai pas trop d'exemples ici en fait. Sur cette photo-là, peut-être, je suis pas sûr. Non, ça va pas le faire. Mais globalement, je fais la même chose que toi, hein. Je vais généralement réchauffer cette partie des montagnes qui a un voile bleuté. Ah, si, on peut peut-être essayer sur celle-là. On peut peut-être essayer sur celle-là. Alors, on va dire qu'on prend ça. On va faire l'exercice, même si c'est pas la photo idéale, c'est pas le candidat idéal. Mais effectivement, souvent, je vais prendre un pinceau, hop, et au pinceau, je vais venir le réchauffer un peu. Alors, le problème, c'est que c'est déjà un peu réchauffé là. On va se mettre vraiment bleu. Voilà, généralement, on est plutôt comme ça. Hop, donc je reprends mon pinceau, je vais réchauffer un petit peu, et puis je vais venir passer sur mes montagnes. Hop,
Alors, je suis en quoi? Je suis en débit 50 là. Hop là. Alors là, par contre, c'est dégueu. Absolument dégueu. Je l'ai fait beaucoup trop fort. Mais je vais combiner un peu ce que tu fais en fait, hein. Je vais faire ça. Alors, j'évite la correction du voile parce qu'en général, la correction du voile, ça marche pas du tout pour des voiles atmosphériques lointains comme ça. Souvent, je vais venir mettre un petit peu de clarté. Je vais venir baisser un petit peu les noirs. Mais c'est pareil, c'est toujours avec une touche légère parce que dès qu'on va trop fort, ça va se voir trop. D'une manière générale, en fait, j'essaie pas d'éliminer le voile atmosphérique, j'essaie de diminuer l'aspect bleu et l'aspect fortement voilé, en fait. Donc, un petit peu de clarté, un petit peu de noir, je réchauffe un petit peu et je désature un petit peu. En gros, c'est ça. Mais il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Mais globalement, généralement, ça arrive, ça donne quelque chose de relativement réaliste quand même à la fin. Pas comme le truc dégueu que je viens de faire. Donc voilà, j'ai pas fait la bonne démonstration, mais voilà, ça donne une idée. Euh, Alors, je ne sais pas si je peux poser une question, mais bien sûr. J'ai eu il y a peu un BenQ32. J'ai mis le profil sRGB. Est-ce bien ou faut-il prendre une sonde? Euh, je te conseille quand même de prendre une sonde. Alors, BenQ32, je connais pas le modèle. Je sais qu'il y a des écrans d'ordinateur, des écrans photo qui très 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 haut de gamme, hein, qui parfois ont une sonde de colorimétrique intégrée. Mais la plupart du temps, en fait, le truc, c'est que alors les écrans de chez BenQ, si je dis pas de bêtises, ils sont calibrés d'usine et ils sont testés d'usine. Donc normalement, quand on le reçoit, il est déjà bien. Mais quand on prend sa sonde et qu'on refait une calibration, en général, on va constater qu'il y a eu du décalage. Ça se décale un petit peu dans le temps. Donc moi, par exemple, tous les 2 mois, je refais la calibration de mes écrans euh, parce que ça se décale un petit peu à l'usage, en fait. Voilà. Donc ça peut être bien d'en avoir une. Je pense que c'est plus important d'acheter un bon écran calibré d'usine et pas de sonde que d'avoir un mauvais écran avec une sonde. Voilà. Mais investir dans une petite sonde ou te la faire prêter. Une sonde, c'est un truc, ça sert une fois tous les 2 mois. Donc, si tu es dans un club photo, par exemple, ça peut être un truc on se le fait passer, on se le prête, on se le loue. Voilà, ça peut marcher comme ça. Il y a une autre question sur le voile atmosphérique. Faut-il shooter le matin ou le soir pour l'éviter, etc. Bah, on choisit pas trop hein, le voile atmosphérique, mais parfois il peut être très beau le voile. Mais voilà, c'est au post-traitement du coup qu'il faut jouer là-dessus. Mais effectivement, en pleine journée, si la vallée est polluée, etc., là, ça va commencer à être compliqué. Euh, alors, salut Sylvain, essayes-tu avant de modifier ta balance des blancs manuellement, la balance ombre-lumière du jour, nuageux, etc. En général, non. Pour moi, ça équivaut à des presets en fait, à faire ça. Ça équivaut à des pré-réglages. Je pourrais le faire, hein, on pourrait se dire sur cette photo-là. Alors, elle est où la balance des blancs? Ici. Donc, je pourrais dire, tiens, je vais voir lumière naturelle ce que ça fait. Ah oui, ça rend bien. Temps nuageux. Oh, c'est pas mal, temps nuageux. Ombre, c'est un peu trop fort. Tungstène, c'est trop bleu. Donc, je pourrais en fait tester comme ça et me dire, tiens, cette balance des blancs marche bien. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop les presets en fait, les pré-réglages. C'est que, à mon goût, à mon sens, c'est pas intentionnel quand je fais ça. C'est plutôt, je tente des trucs et je vois si ça marche bien. Et ça, c'est une technique que je préfère garder pour les moments où je bloque sur une photo. Si je bloque pas, je préfère rester sur l'image de départ, la plus terne possible. De la même manière que le plus souvent, je vais pas cliquer sur les réglages automatiques avant de démarrer mon traitement. Je vais commencer mes traitements ouais, mais si jamais à un moment je trouve pas, je vais essayer éventuellement ça, ou je peux essayer des presets, mais c'est quand même très rare. Mais je devrais peut-être le faire pour mes 2 photos de la fin. Mais si toi, ça t'aide de faire comme ça, fais-le, il n'y a pas de problème, hein. Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bonjour, quelle est la différence entre la vibrance et la saturation? J'ai toujours eu un peu de mal à comprendre. Alors, je pensais le savoir, jusqu'à ce que quelqu'un me dise que je me trompais sur la théorie. Moi, je vais vous dire comment je le perçois, mais peut-être que c'est pas exactement ça, effectivement. À mon sens, quand on touche la saturation, ça sature tout. Alors, je vais peut-être prendre une photo un peu plus colorée que ça quand même. Allez, on va prendre peut-être notre fourmi là. Cette fourmi là, voilà. Hop, on va éclaircir un coup. Donc, si je touche la saturation, ça sature tout. Je vais enlever mon truc qui était un petit peu fort quand même. Tac. C'est peut-être pas le meilleur exemple ça pour montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure et j'aurais surtout dû détourer la fourmi. Euh, donc,
Vous voyez qu'on a tout saturé. Le vert est devenu super saturé, le gris-bleu ici de la poutre est devenu saturé, le orange de la fourmi est devenu saturé. Tout est saturé pareil. Quand on prend la vibrance, j'ai le sentiment, et je peux me tromper, que ça vient surtout saturer les couleurs qui ne sont pas très saturées dans la photo. Donc je le prends un peu comme un équilibrage des couleurs de la photo. C'est comme ça que je le perçois. Et ce que m'a dit quelqu'un tout récemment, et j'ai pas vérifié, j'ai pas été vérifié derrière, c'est que la vibrance, en gros, ça sature à peu près tout, sauf les teintes de peau, sauf tout ce qui est rosé, rosé, rouge, orange, etc. Mais je pense quand même que c'est pas tout à fait le cas parce que, par exemple, on voit que la feuille, elle sursature, mais un petit peu. Et beaucoup moins, par exemple, que la partie grise ici qui n'était pas du tout saturée, qui du coup ressort beaucoup plus. Donc j'ai quand même l'impression que ça sature pas de la même manière les différentes choses. Après, il se peut que ce soit techniquement une histoire de ton moyen, de choses comme ça. J'en sais rien. En tout cas, moi, je constate que la plupart du temps, si je trouve que toute la photo n'est pas assez saturée, je remets la saturation. Si je trouve qu'il y a un problème d'équilibre parce que certaines couleurs sont trop saturées, d'autres pas assez, je vais venir mettre de la vibrance. C'est généralement comme ça que je fonctionne et ça marche plutôt bien. Voilà. Donc désolé, tu n'auras pas l'exactitude de la définition, mais tu auras le cas pratique en tout cas. Alors, bonne question de Jérôme qui dit, dans le cas où on veut partir sur un traitement noir et blanc, est-ce qu'il vaut mieux faire des retouches sur la photo couleur avant d'ajuster le noir et blanc ou directement partir sur le noir et blanc? Très très bonne question. Le plus souvent, en fait, si tu sais que tu veux faire du noir et blanc, comme l'histoire de ma montagne là-bas, là, généralement je vais faire zéro retouche et je vais passer en noir et blanc direct sur cette photo-là. Je vais passer en noir et blanc et je vais commencer à faire mes retouches. Pourquoi? Parce que, en fait, en général, en noir et blanc, on va aller beaucoup plus loin dans le traitement de la photo. Je vais vous montrer un petit peu, mais je peux m'amuser à venir mettre la bonne grosse correction du voile qui tâche, soyez bien fort, hein, c'est pas grave, ça marche. La bonne clarté, je vais peut-être baisser un peu mes hautes lumières, je vais peut-être rééclairer un peu le truc, je vais peut-être déboucher un peu mes noirs, voilà, j'ai fait un truc rapido, d'accord? Mais pour du noir et blanc, ça passe bien, c'est bien contrasté, on a bien la forme de la montagne, etc. Si je le repasse en couleur, ouah, c'est totalement dégueulasse. Donc, si j'avais fait mon traitement couleur, j'aurais été probablement beaucoup plus doux dans mon traitement. Et en le passant en noir et blanc, ça aurait paru un peu terne. Je vous le fais, vite fait. Si j'avais fait mon traitement couleur, hop, j'aurais sûrement fait un truc comme ça, sûrement baisser un peu l'autre lumière, sûrement monter un peu les ombres, sûrement aller dans mes couleurs, ma luminance des bleus, je les aurais probablement remontées pour le coup, pour pas que le ciel soit trop présent. J'aurais sûrement désaturé un peu les bleus aussi. Un truc un peu comme ça, voilà, dans l'ensemble, un truc un peu comme ça, ok? Et si je passe en noir et blanc, bah, c'est un peu terne, quoi. C'est un peu terne par rapport à ce que j'ai fait. Donc en fait, souvent le noir et blanc, on va faire des traitements très différents de la couleur, donc je préfère aller directement dedans si c'est possible. Et même si j'essaie de faire un traitement couleur et que ça me convient pas, que je veux le tenter en noir et blanc, généralement je remets à zéro mes réglages pour repasser en noir et blanc. Parce qu'on se focalise vraiment pas sur les mêmes choses. C'est pour ça que c'est si important la gestion des couleurs, c'est que si on est sur une photo couleur, on se concentre beaucoup sur les couleurs. Sur les 4 actions que j'ai faites, j'en ai fait 2 qui concernaient la couleur du ciel. Alors qu'en noir et blanc, j'ai fait 4-5 actions et aucune qui concernait la couleur. Euh, alors, pop, 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 je sais plus où elle était cette question, je crois que je l'ai enlevée. Très bien, non, c'est bon, elle est là. Hop. Alors, sur tes photos, tu fais pas de profil colorimétrique de ton boîtier, tu restes sur le profil de Adobe. Je pense que oui. Je vous avoue que c'est un sujet que j'ai pas vraiment creusé cette question-là. C'est où là-haut? Adobe Couleur. Voilà, je suis sur Adobe Couleur, moi. Mais en fait, pour moi, peu importe le profil, du moment que j'ai de quoi travailler. Enfin, voilà. Et après, je retouche ma photo comme ça me plaît, peu importe le profil de départ, en fait, quelque part. Hop, on va reprendre une ou deux petites photos. Juste regarder si j'ai un message dans le chat. N'hésite pas, Élise, s'il est trop tard et qu'il faut qu'on arrête, mais sinon je vais essayer de répondre encore aux quelques questions qui restent. Pierre qui dit bonsoir, vaut-il mieux paramétrer son boîtier réflexe en fonction du gamut de son écran? Autrement dit, créer un fichier natif en sRVB si on post-traite en espace couleur 100% RVB ou déclencher un Adobe 98 si on développe en espace couleur large. Oh là c'est trop technique pour moi. J'avoue que ça dépasse mes compétences. J'ai personnellement toujours tout fait en sRVB. Donc voilà, je suis pas, ça me va bien en fait. Je suis pas si exigeant que ça sur l'histoire de gamut.
Je suis très satisfait avec ce qui se passe en sRGB, donc voilà, y compris sur les impressions et tout ça. Donc je pourrais pas te répondre, là, c'est trop technique pour moi. Pour moi, la vibrance, c'est plus comme les bleus, comme le ciel, ok. Je ne sais jamais vers quelle heure est l'heure bleue. Alors, l'heure bleue, c'est simplement après le coucher du soleil. Donc, après le coucher du soleil, on va avoir peut-être 20 minutes, 20-25 minutes où on va avoir encore les lumières un petit peu orangées du ciel et du coucher du soleil. Et avant que ce soit la nuit noire, entre les deux, on va avoir, donc à peu près entre 20 minutes, une demi-heure après le coucher du soleil et une heure et demie après le coucher du soleil, on va avoir le ciel qui va devenir bleu, bleu foncé, bleu marine, jusqu'à devenir noir. Et c'est ça qu'on appelle l'heure bleue. Et donc on l'a évidemment après le coucher du soleil et aussi avant le lever du soleil. J'espère que ça répond à ta question, Sandrine. Modèle de boîtier d'objectifs utilisé pour ces photos, j'ai répondu tout à l'heure. Les objectifs, hein, ça a pas mal changé dans le temps. Pour la balance des blancs, est-ce que j'utilise souvent la pipette? Par exemple, la mer de nuages, un clic dessus pour récupérer une balance des blancs meilleure. Euh, Ça peut, ça peut m'arriver d'utiliser la pipette quand j'ai un petit peu peur que la balance des blancs soit pas bonne. Le problème qu'on va avoir avec la balance des blancs, enfin avec la pipette, c'est que la pipette, elle va vous faire une balance des blancs neutre, parfaitement neutre, gris, d'accord? Et ici, je suis sur une scène complexe où en fait j'ai des lumières chaudes et des ombres froides. Et donc moi, j'aime bien garder quand même le fait que bah, les ombres, elles doivent être un peu froides en réalité sur cette photo, parce que on voit qu'on est dans les ombres vu qu'on a du contraste avec la lumière. Donc si on voit qu'on est dans les ombres, ça doit être un peu bleuté quand même. Et la pipette ne me permet pas de mettre cette nuance-là. Donc ça peut être bien d'avoir la pipette si vous faites des photos de produits, des photos d'un objet, d'un truc comme ça, d'un bâtiment. Mais dès le moment où on est dans la nature, on a rarement une balance des blancs neutre en fait dans la nature. Et il y a même un truc qui est censé être blanc, il est rarement vraiment blanc en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise peu finalement. Je préfère y aller à tâtons et trouver la balance des blancs qui me va bien. Pour la photo de la maison, quel objectif avez-vous utilisé? C'était la photo de Sandrine. Alors, je pense que c'était la maison. Alors, c'était un très grand angle, ça devait être le Tokina 1116, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est le Canon 10-18. C'est le Canon EOS 10-18 pour les APS-C. Voilà. Mais très grand angle, hein, on est à 10 mm. Très, très grand angle. Benjamin qui dit c'est très intéressant. Eh bien, merci Benjamin, je suis très content. Euh, PS, maintenant, il y a plus d'outils sur le nouveau Lightroom, même la sélection de sujets. Et ben ça, c'est cool. Ça veut peut-être dire qu'il faut que je retente du coup. Très bien, merci Emeric. Vous utilisez quel logiciel? Pour l'instant, on est sur le Lightroom classique. Bonjour, commences-tu une retouche par modifier la courbe des tonalités ou tu joues que sur les réglages de base? Ça, j'ai répondu aussi tout à l'heure, Charmina. Je suis plutôt sur les réglages de base. J'aime bien, moi. Je suis à l'aise dans ces outils-là. La courbe, j'ai beaucoup de mal à. C'est pas ma logique en fait. C'est bizarre, hein, mais c'est pas ma logique. Du coup, j'y touche pas beaucoup, même très rarement. Mais en fait, la courbe des tonalités permet de faire exactement la même chose que ce qu'il y a au-dessus. Parfois avec un petit peu plus de contrôle, c'est vrai, parce qu'on peut mettre les points de contrôle, on peut faire exactement hyper précisément. Mais je suis pas suffisamment, je sais pas suffisamment ce que je veux sur ma photo pour aller mettre des points de contrôle précis et tout. Donc finalement, avec les curseurs, j'arrive toujours à un résultat qui me plaît, à trouver ce que je veux. Alors que la cotonalité, c'est presque trop complexe pour moi en fait. Je me perds là-dedans. Je sais pas comment manipuler le truc. Et ça a beau faire, je sais plus, ça fait bientôt peut-être 8 ou 10 ans que je retouche des photos. Et j'arrive toujours pas à gérer cette complexité. C'est que mon cerveau doit pas être câblé pour ça, quoi. Peut-être aussi que j'ai pas donné sa chance à l'outil, mais comme je suis content avec les curseurs de base, je reste dessus. Pour enlever le voile atmosphérique, la recette miracle DxO Photolab 5. DxO, ils ont des petits outils qui marchent bien. Gilles, la vibrance sature les bleus et les rouges, il paraît. Bah voilà, là, le vert, là, les rouges n'étaient pas trop saturés hein, sur la vibrance tout à l'heure. Donc c'est un peu étrange, quoi. Si on prend celle-là, par exemple, je sais pas, j'essaie de trouver une photo où il y a pas mal de couleurs un peu différentes. Oh, la fourmi, c'était bien, hein. Mais non, j'ai pas le sentiment que ça sature vraiment les bleus, beaucoup les bleus et les rouges, moi. Si je bouge la vibrance, là, vous voyez, les oranges, le rouge, le bateau, il change presque pas. Et effectivement, le bleu et le vert, là, ils saturent pas mal. Mais j'ai l'impression plutôt que c'est les rouges et les oranges hein, qui sont moins saturés. Voilà, étrange.
on n'aura pas résolu le mystère de la vibrance. Photopills, c'est une appli qui donne beaucoup d'infos, notamment l'heure bleue, l'heure dorée. Oui, Photopills, c'est très bien, j'utilise beaucoup. Hop là, Elise qui dit: utilises-tu des filtres directement sur ton appareil lors de la prise de vue? Super webinaire, merci beaucoup, bah, avec plaisir. J'en utilise de moins en moins. J'en utilisais beaucoup avant, et parce que ça donne cette satisfaction d'avoir une photo quasiment bonne à la prise de vue. Ça évite justement ce problème de ah bah zut, mon ciel est trop clair et le premier plan est trop sombre. Mais comme je fais souvent des photos à la montagne, j'ai rarement un horizon plat et donc ça pose tout le temps des problèmes quand le filtre vient manger sur la montagne et que du coup le haut de la montagne est assombri par le filtre. Et donc voilà, c'est souvent problématique quand même au post-traitement. Donc je préfère, maintenant que j'ai de l'expérience, on va dire, dans le traitement de photos, je préfère prendre mes photos, même s'il faut en prendre une pour le ciel, une pour le premier plan, je m'en fiche. Je sais que ce sera pas beau sur mon appareil photo, sur l'écran de mon appareil, mais je sais d'avance ce que je vais pouvoir faire dans mon logiciel de traitement et je vais pouvoir les combiner et pouvoir retrouver les détails de mon ciel et tout ça. Donc maintenant, je préfère le faire parce que j'ai passé pas mal de temps à faire du post-traitement, donc je peux le reproduire au post-traitement et du coup, j'ai plus ces problèmes de filtre gradué qui vient manger sur les montagnes et tout ça. Mais ça peut arriver encore dans des cas très spécifiques, par exemple s'il y a des objets en mouvement dans la photo, faire plusieurs prises de vue, ça peut poser des problèmes ensuite quand on va les combiner dans un logiciel et tout ça, donc parfois ça m'arrive de les utiliser. Germain, pour les exportations, je n'arrive pas à trouver le critère d'enregistrement 300 dpi, alors que sur Photoshop, aucun souci. Oui, je crois qu'on les a. Alors, on va partir après dans un tuto Photoshop, je pense que c'était pas le but, mais on va regarder vite fait. Si on fait exporter ici, dans les critères, hop là, pardon. Si je remonte, on l'a ici, résolution, 300 pixels par pouce. Voilà, dot per inch. On va le trouver ici. Pour la colorimétrie, utilises-tu parfois un autre logiciel comme Capture One, notamment en localisé? Un super grand merci pour toutes ces explications. Ah bah avec plaisir, Marc. Ça m'arrive, oui. Et en fait, j'ai testé pas mal d'autres logiciels. J'aime beaucoup. Alors Capture One, j'ai pas trop utilisé encore. Parce que c'est un peu le concurrent de Lightroom et que globalement je suis content de Lightroom. Mais par contre, pour certaines photos, je m'étais amusé à faire pas mal de choses dans DxO, en particulier DxO Photolab et puis surtout la Nik Collection. Et ils ont quelques outils qui sont assez impressionnants. Ils ont des algorithmes qui sélectionnent la zone. La technologie Upoint de chez DxO est absolument géniale et je trouve que pour le paysage, ça marche vraiment très très bien. Mais pour vous dire la vérité, mes traitements de photos aujourd'hui, je sais que je vais y revenir sur la plupart des photos parce que j'ai encore du retard dans mes traitements de photos. Je dois être encore à un an et demi de retard. Je rattrape, hein. Il y a une époque, c'était 3 ans. Euh, et donc, du coup, ma priorité, c'est pas de passer 1 heure par photo. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de rattraper mon retard. Donc, je passe quand même parfois un quart d'heure, 20 minutes pour le traitement d'une photo. Mais je sais que j'y reviendrai pour essayer de passer plus de temps sur mes photos préférées. Et à ce moment-là, je vais essayer d'aller utiliser tous les autres logiciels qui existent, tous les trucs où je peux venir peaufiner les choses et passer plus de temps. Et pour moi, DxO, les logiciels DxO, c'est vraiment ça. C'est pour les photos où on a envie de passer du temps parce qu'on a des réglages beaucoup plus fins. On a des traitements où, quand on l'applique, on se dit waouh, mais alors ça, c'est impossible à faire dans un autre logiciel. Je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà. Il y a des trucs vraiment assez impressionnants. Et donc voilà, je sais que je reviendrai sur ces photos et à ce moment-là, j'utiliserai ces logiciels. Et puis on finit du coup avec Elise qui dit super, merci beaucoup pour ta réponse. Eh ben super, bah, écoutez, vous êtes encore 140, waouh, je suis très flatté. Je pense qu'on est arrivé au bout, j'espère que ça vous aura bien plu ce webinaire, en tout cas moi ça me plaît toujours autant. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que j'ai pas dit trop de bêtises, mais ça m'a permis en tout cas de vous montrer un petit peu comment j'abordais la notion de couleur dans le post-traitement des photos, et on sait que les post-traitements, encore une fois, en photo de paysage, c'est vraiment, c'est quasi indispensable, hein. C'est une grosse partie du travail, contrairement à beaucoup d'autres styles de photos où parfois on peut se passer quasiment de post-traitement. En paysage, c'est important. À nous de décider jusqu'où on pousse les curseurs. Certains aiment les pousser très loin, certains aiment pas les pousser du tout ou très peu. Moi, je me situe un peu entre les deux, voilà. Mais au moins, je vous aurais donné un petit peu ma démarche. Voilà. J'espère que ça aura un petit peu de valeur pour vous. Euh, Super, bah merci beaucoup pour vos super retours, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je pense que vous les voyez hein, dans le chat, enfin pas dans le chat du coup. Merci, c'était très instructif, bravo, sympa, vraiment top. Merci à toi et à BenQ. Oui, merci beaucoup BenQ d'organiser tout ça. Il y a d'autres webinaires d'ailleurs qui sont organisés par BenQ avec
avec d'autres photographes, parfois en langue anglaise aussi, si vous suivez. Voilà, beaucoup de contenu super intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir les autres webinaires que propose BenQ. Merci beaucoup, j'ai appris pas mal de choses, super, très content Sandrine. Gilles qui me brosse dans le sens du poil, merci, c'est parce que tu expliques bien les choses. C'est agréable de voir un photographe qui aime le naturel. Eh ben, merci Sandrine. Alors il y a certaines personnes qui vont dire que moi je pousse trop fort les curseurs, mais c'est vrai que quand je vois d'autres photographes de paysages, parfois je me dis ah en fait je suis très léger dans mes traitements en fait. Donc voilà, chacun met le curseur où il aime en fait, hein, il y a pas de souci. Super. Bah, merci beaucoup pour vos remerciements. Merci d'avoir été présent avec moi ce soir. C'est top. Et puis voilà, si vous voulez en voir plus, vous avez ma chaîne YouTube évidemment, qui s'appelle Mon Petit Réflexe. Sylvain Lepout, Mon Petit Réflexe maintenant. Et puis voilà, au plaisir de vous retrouver là-bas ou de vous retrouver pour un prochain webinaire BenQ. Et bonne soirée, bon appétit, et puis à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Ouais, non, moi je suis à 7,